Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Bernard Gilson. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais bien, je suis en pleine forme et très heureux d'être ici parmi vous. Ah ben on est heureux également. Je vais vous poser 3 questions pour commencer si vous voulez bien. Petit questionnaire de Proust, comme on dit. Oui, ok. Oui. Si vous étiez Bernard, un sentiment, vous seriez lequel? L'amour sans hésiter, l'amour et la passion. Ça va ensemble souvent. Ça va ensemble et c'est dans le prolongement l'un de l'autre. Allez, on prend. Ça fait du bien par les temps qui courent. Si vous étiez, Bernard, un souvenir d'enfance, vous seriez lequel? Ah oui, alors un souvenir d'enfance, ce serait de réécouter ma maman jouer au piano, ma maman qui était pianiste, et de me mettre sous le piano comme je le faisais quand j'étais petit, et de revivre ce moment, ça serait évidemment prodigieux, quoi. Hein. Sacré souvenir. Ah même, oui. Hein. Dernière question, si vous étiez un roman, vous seriez lequel? Alors, si j'étais un roman, sans hésiter, je serais Requin de Jean Giono. Ah oui. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un roman qui nous rend meilleurs. Et je crois que toute l'œuvre de Jean Giono le prouve. C'est un immense écrivain. C'est un immense écrivain. Qui est plus assez lu, mais il faut relire Giono. Exactement. Et vous êtes ici, vous sortez votre premier roman et vous êtes ce soir l'invité de LCR. Voilà, difficile de couper, c'est Albéniz. On se demandait ce que c'était. Anastasia Hupman, ça c'est l'interprète. J'aurais pu passer d'ailleurs du Chopin, du Scarlatti, mais Albéniz a une importance particulière, en tout cas au début du roman. Votre héroïne, Clémentine, joue du Albéniz. Alors Albéniz, c'est un compositeur qu'elle joue lors d'un concert qu'elle donne à Bruxelles. Elle a 60 ans à ce moment-là. Et elle rencontre, après le concert, un ami d'enfance. Qui traverse la foule, qui vient vers elle. Exactement, qui vient vers elle. Et bon, ils bavarderont ensemble après le concert. Et Benjamin lui suggère d'écrire sa vie. Ouais. Et c'est à partir de là que le roman se développe. On va regarder une première photo qui est importante aussi dans le roman. Je vais vous demander de la commenter. Regardez, il s'agit, vous la voyez pour l'instant, il s'agit évidemment du casino d'Ostende, parce que là aussi c'est une scène importante qui va se passer au casino d'Ostende. Effectivement, donc le casino d'Ostende, c'est un lieu topique de la côte. Oui, de tous les Belges, enfin pour tous les Belges. Pour tous les Belges. La mer du Nord d'ailleurs également, hein, c'est la cour de récréation des Belges à la mer du Nord. Il y a les Ardennes aussi, pour équilibrer un peu. Aussi, oui. Donc on est au casino d'Ostende où Clémentine va donner un concert très important. Donc là, c'est un flashback. Hein. C'est un flashback, effectivement. Je crois que c'est vers la fin du roman où elle donne ce concert pour une partition qu'elle a composée quand elle était en Italie. Oui, c'est très important pour elle de jouer dans cette salle mythique qui est pour elle le lieu privilégié pour donner un concert, vu que sa vie se passe à la mer du Nord. Oui. Et je peux vous poser une question personnelle, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais vous m'avez donné un début de réponse tout à l'heure. Oui. Pourquoi vous en avez fait une pianiste? C'est en hommage à votre maman ou pas du tout? Ah si. Écoutez, quand un auteur raconte une histoire, je crois qu'il n'a aucune difficulté
à se raconter, à raconter sa propre histoire. Alors, il est évident que dans ce roman, il y a une partie autobiographique. Yeah. Il y a toujours une partie autobiographique. Il y a toujours une partie. Pour moi, toute la littérature est autobiographique. Ouais. Mais enfin, là dans ce roman, c'est assez explicite. Maman était pianiste et à l'âge de 8 ans, elle dirigeait déjà... elle donnait déjà des concerts dans les églises à l'âge de 8 ans, avec l'autorisation de l'évêché, wow. où elle donnait des messes d'artistes, elle était organiste, quoi. Donc toute notre enfance, on a été... Donc c'est Clémentine, quoi. C'est Clémentine, et en plus, Clémentine, c'est son prénom. Oui, bon alors, c'est tout. Donc, on est en plein dedans. Mais ça, c'est personnel. Oui. Tout le monde ne le sait pas, bien sûr. Bien sûr. Maintenant, ils le savent, les gens qui nous regardent. Ils le savent, oui. On va regarder une autre photo. Elle est un peu étrange, mais il faut bien regarder la photo. C'est une photo de Man Ray. Oui. C'est tiré d'un film qui s'appelle L'étoile de mer. Vous voyez, c'est sur un poème de Robert Desnos. Si vous voyez cette étoile. Je dis ça parce que votre roman s'appelle L'étoile de mer et il y a une description de l'étoile de mer du papa à sa petite fille, à la petite Clémentine quand elle est... Pourquoi l'étoile de mer? Pourquoi avoir choisi non seulement ce titre, mais c'est le titre de la villa aussi? Exact, oui. Mais alors bon, l'étoile de mer, c'est pas un hasard. Si j'ai choisi l'étoile de mer pour donner ce nom à cette pension de famille et à ce roman, c'est parce que l'étoile de mer a 5 branches. Quand un prédateur attaque une étoile de mer et lui mange un de ses bras, ça repousse. Elle a la faculté, cette étoile de mer, cet animal extraordinaire, ce gastéropode incroyable, de reconstruire ce membre qui finit par guérir. Ouais. Et c'est un peu une métaphore pour les personnages de mon roman qui vont eux aussi, dans le cours de cette histoire, rencontrer des moments de douleur, mais dont ils vont guérir, bien sûr. Et c'est un peu métaphorique. Bien sûr. C'est ça que vous vouliez montrer? C'est ça que je voulais montrer. Et le papa de Clémentine, David, sur la plage. Et c'est pour ça que le roman commence par cette séquence, lui explique ce qu'est une étoile de mer. Ouais. Son père adoptif. Son père adoptif. Parce que la vie de Clémentine est assez compliquée. C'est un roman, long roman. Les romans, c'est votre passion depuis toujours, puisque c'est votre premier roman, mais vous étiez éditeur. Votre amour des livres a commencé, dites-moi si je me trompe, mais sur un étal en Provence, un étal de bouquiniste, où vous êtes tombé, vous faites la tête, mais j'ai vu ça dans un dossier de presse, hein, donc vous êtes tombé sur un livre qui s'appelle La famille Quacquebrouck, de Léopold Courrouble. J'ignorais complètement ce bouquin, c'est quoi? Exactement. Mais alors, j'étais vraiment très passionné par... un retour à la nature à une certaine époque de ma vie et mon idée était d'habiter en Provence et sur les étals du village dans lequel nous habitions, il y avait toujours un bouquiniste qui venait, un bouquiniste belge d'ailleurs. Ah ouais. Et un jour, je suis tombé sur ce livre, La famille Quacquebrouck à Paris, écrit par Léopold Courrouble, qui est un auteur de romans de mœurs bruxelloises. Et je me suis dit, bon sang, je suis belge et je ne connais pas Léopold Courrouble. Et de fil en aiguille, j'ai fait des recherches, maintes recherches, pour retrouver la trace de certains auteurs belges dont on ne parle plus et qui ont eu leur heure de gloire. Ouais, et c'est un peu là que ça a démarré. Ouais, vous avez été plus que faire des recherches, parce que vous avez accumulé plein d'ouvrages, à tel point qu'il a fallu construire, j'allais dire, un habitacle, une maison en tout cas pour les accueillir. Ça a été le début du pré aux sources. Exactement. À Boulogne-Saint-Lambert. Exactement. Donc avant de lancer cette aventure du pré aux sources, pendant de nombreuses années, j'ai cherché donc des ouvrages d'auteurs belges et je suis parvenu à recueillir 25 000 ouvrages d'auteurs belges, avec dans l'idée d'ouvrir un centre culturel privé qui comportait une librairie, une salle de spectacle, une galerie d'art et un bistrot avec rien que des bières belges. Ouais. Le thème, à cette époque-là, en 83-84, c'était la belgitude, c'était un peu les heures de gloire de la littérature belge. Vous dites ça avec un petit regret, j'ai l'impression, non ? Oui, il y a des regrets parce qu'aujourd'hui, je pense que le monde de l'édition est en perte de vitesse. Je trouve que dans les écoles, on ne fait pas lire suffisamment d'auteurs belges. Je crois que le Belge, il ne sait pas qui il est. Ouais. Et un jour, il y a, quand j'étais libraire, pas encore éditeur, il y a un journaliste français qui est venu dans ma librairie pour me poser des questions.
et on a parlé littérature, etc. Et quand il a écrit son article, je l'ai reçu, et son titre, c'était très éloquent, c'était « La Belgique n'existe pas, et pourtant ils écrivent ». Ah ouais. Donc c'est assez éloquent. Hein. Ouais, complètement, ouais. Voilà. Vous savez pourquoi, à votre avis? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être parce qu'on est à côté de la France, parce que les auteurs belges font tout pour d'abord être édités en France. C'est toujours ça le problème des auteurs belges francophones. Hein. Mais c'est-à-dire que nous sommes considérés comme une province littéraire de la francophonie, alors que 3 écrivains sur 5 sont belges. En langue française, en tout cas. Hein? 3 sur 5, ouais. Oui, absolument. Ben, c'était même le leitmotiv d'une campagne, pour la campagne, pour inciter les Belges à lire. Quoi. Oui, lisez-vous le belge, c'est ça? Oui, oui. Voilà, c'est une campagne qui vient de se terminer parce que je crois que c'était au mois de novembre. Oui. En tout cas, c'était l'année dernière. Si vous deviez nous encourager à lire des auteurs belges, il faudrait commencer par quoi? Peut-être Simenon Alors, je crois qu'il y a un réservoir d'auteurs belges extraordinaires qu'on a oublié. Je pense notamment à Jean Munot, par exemple, qui est décédé, bien sûr, hein, à Georges Tinès, qui a eu le prix Rossel, alors, bon, attendez, plus près de nous, là, pour l'instant, moi, je trouve qu'il faudrait lire des auteurs qui nous sont contemporains. On peut redécouvrir les auteurs du passé, comme André-Marcel Adamec, par exemple. Ouais. Adamec, c'est très bien. Oui, c'est un vrai conteur. Et malheureusement, bon, ils sont décédés, ces auteurs, on les a oubliés. Il y a des vivants, quand même, il ne faut pas tous les enterrer. Alors, voilà, justement, Caroline Lamarche, par exemple. Voilà, parmi les vivants, Caroline Lamarche, certainement Marc Méguin, qui a préfacé L'Étoile de mer. Oui. Hein, et puis aussi l'auteur que vous venez d'interviewer, qui est Nathalie Marquez. Et un certain Bernard Gilson. En l'occurrence, oui. Premier roman, je peux dire votre âge, vous avez 80 ans. Oui, pourquoi exact. avoir attendu 80 ans pour écrire un premier roman, très brièvement? Alors, pendant 35 ans, moi, j'ai lu des manuscrits. J'ai écrit des argumentaires, des 4e de couverture. Le temps pour écrire me manquait, et quand j'ai mis fin à mon activité éditoriale, je me suis retrouvé comme l'escargot pour expérimenter la lenteur, et je me suis mis à écrire aussi sous l'impulsion de ma fille aînée, Géraldine, qui elle aussi écrit et qui a travaillé avec moi pendant 7 ans dans le monde de l'édition. Donc c'est venu petit à petit. Et ce que je voulais dire aussi, c'est... Pardon ? Très rapidement. Okay. C'est que, bon, j'avais terminé 2 romans, et mon ami Marc Méguin m'a dit « Ah bon, tu as écrit 2 romans, je pourrais les lire ». Oui, et alors il les a lus, et il m'a dit « Bon, si l'Étoile de mer a le plaisir de sortir en édition, j'aimerais bien écrire une préface ». D'accord, et il a écrit une très belle préface. Il a écrit une très belle préface. Puisqu'on parlait d'éditeur au 180 degrés édition, c'est un très bon roman, on parlait de l'escargot, mais là c'est plutôt l'Étoile de mer. Et c'est magnifique. Merci beaucoup, Bernard, d'être passé chez nous. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.